Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain. Salut Seb, salut à tous. Allez, un nouvel épisode qu'on vous a concocté sur des sujets qui tournent beaucoup sur les réseaux, sur LinkedIn, sur les articles de blog un peu partout, sur les fameux KPI SEO, les métriques SEO. Voilà, qu'est-ce qu'il faut suivre aujourd'hui quand on fait du SEO ou en tout cas qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on garde comme chiffre? Et Dieu sait si on a de la data un peu partout. Voire beaucoup trop fois, et on se noie sous un nombre, enfin beaucoup de chiffres, et parfois, au lieu de se noyer, quelques chiffres tout simples, voilà, ça permet juste au moins de savoir où on va. Et donc, c'est notre objectif de cet épisode. Bon, on va démarrer direct, hein. On est, on Allez, est, on on va est attaquer, hein. parti, allez, comme ça, pas de sans transition. Donc, en fait, on vous en a préparé une petite dizaine. Voilà, on en a 11, peut-être avec un douzième bonus. Voilà, puis on va commencer par le numéro 1. Je te laisse démarrer, Romain. Ouais, la première métrique SEO qui est intéressante à aller monitorer, alors c'est dans Google Analytics, donc GA4 pour les intimes. Google Analytics, hein, bon, rapidement, c'est un outil qui permet d'aller traquer les origines du trafic sur un site, les sessions. Enfin bon, c'est ce qu'on va voir. Et justement, la première métrique, c'est le nombre de sessions. Donc le nombre de sessions qui permet d'afficher grossièrement. Alors, moi, je suis pas expert GA, hein, tu me corriges là, si jamais je dis des bêtises, mais Ouais. le nombre de sessions, globalement, c'est le nombre d'utilisateurs qui arrivent sur votre site sur un temps défini. Donc, généralement, c'est paramétré par défaut sur un mois. Donc, c'est le nombre de sessions, donc c'est le nombre de fois où quelqu'un est arrivé sur votre site et a parcouru votre site, quoi. En gros, c'est un peu ça, hein. Ouais, alors après, ce qu'il faut vraiment ajouter, on va enfoncer des portes ouvertes, et je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent bien la différence entre Google Analytics et Google Search Console. Mais on va quand même le redire pour être certain que tout soit bien compris, hein, mais la Google Analytics donc permet de suivre en fait l'intégralité de votre trafic sur votre site, et la Google Search Console est ciblée uniquement sur le trafic organique, donc le trafic naturel de votre site. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Et le fait d'aller via la Google Analytics, donc il y a le nombre de sessions, vous pourrez voir aussi le nombre d'utilisateurs, c'est un peu, ça se différencie, voilà aussi, entre les utilisateurs uniques et le nombre de sessions, enfin qu'importe. Après, l'idée c'est de dire aujourd'hui quel est le nombre de sessions que vous avez, de visites que vous avez sur votre site de façon globale, comprenant la recherche organique. Et puis vous allez voir que vous allez avoir différentes sources de visites, et c'est la deuxième métrique. Voilà, donc la première métrique, c'est le nombre de sessions. Et la deuxième, c'est les sources. Et donc, est-ce que ça vient du trafic organique, donc du SEO, hein, globalement? Est-ce que ça vient de l'Ads? Est-ce que vous faites de la publicité payante? Est-ce que ça vient, ça peut venir aussi des réseaux sociaux? Ça peut venir des réseaux sociaux si vous faites de la publicité. Donc, vous avez ce qu'on appelle le paid social. Donc, voilà, si vous faites de la publicité sur Facebook, vous allez pouvoir l'identifier aussi par rapport à ça. Vous allez pouvoir avoir le referral. Alors, le referral, c'est en fait le fait que, je sais pas, vous avez un lien de positionner sur un autre site, et donc ça peut venir de ça aussi, quoi, sur des liens que vous positionnez sur d'autres sites, et ils vont cliquer sur le lien et arriver sur votre site, etc., etc. Donc, vous allez avoir tout un panel en fait de sources, et qui est hyper intéressante à regarder. Voilà, pour voir quelle est la grosse part de votre session. Et on peut voir que des fois, ça vient principalement de l'Ads, par exemple, ou principalement de l'organique. Donc voilà, donc pour moi, c'est une base de savoir d'où vient le trafic, quoi. Ouais, c'est hyper important, parce que ça permet de piloter toutes vos campagnes et de voir effectivement les résultats canal par canal. Si vous avez investi si vous avez investi plus de ressources en SEO qu'en ads, mais que finalement vous apercevez que les ads elles sont tellement bonnes qu'elles vous génèrent la majorité du CA, il y a peut-être des arbitrages à faire après. Voilà, c'est vraiment un outil de pilotage et de monitoring qui est beaucoup plus étendu que la Search Console, qui elle se concentre essentiellement sur l'analyse du trafic organique. Alors, Euh, après, c'est vrai qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Après, derrière, enfin, Google Analytics, on parlait de data au tout début, là. Bon, il y a 35 000 données, hein, sur Google Analytics, qui sont très intéressantes. Voilà, vous avez le volume de pages par session, vous avez le taux d'engagement, enfin l'engagement qui remplace un peu le taux de rebond d'avant,
voilà, sur l'engagement, est-ce que les personnes cliquent, scrollent, etc. Enfin, voilà, vous avez plein l'analyse. En fait, vous allez analyser, vous pouvez aller très très loin dans l'analyse du comportement de vos visiteurs. Donc c'est hyper intéressant. Vous allez pouvoir la durée moyenne par session aussi, le nombre de minutes ou le nombre de secondes, hein, ça dépend de votre site, que passe votre visiteur sur votre site ou par page. Donc c'est hyper intéressant. Attention à pas se noyer après, à se perdre dans toutes ces données-là. Donc nous, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous dit là, c'est au moins ces deux métriques-là sont assez claires, c'est propre, c'est assez rapide à les consulter et ça vous donne des informations qui sont très très concrètes, quoi. Ouais, et du coup, ça permet de faire le lien sur la troisième métrique que nous on a listée, qui est le taux de conversion, donc qui est aussi paramétrable, hein, sur GA4. Et là, je fais un petit aparté sur le paramétrage de GA4 qui est hyper important en fait. Le fait de récolter toutes ces datas, alors c'est bien parce qu'en fait GA4 de base le fait, mais ce qui est très important de faire après, c'est d'aller paramétrer potentiellement URL par URL en fonction de ce que vous faites et s'il y a si le paramétrage un peu en masse est pas pertinent, mais on peut aller très loin dans le paramétrage et il faut pas hésiter à vraiment aller très loin pour avoir les meilleures données possibles et en fonction de l'engagement, en fonction de voilà de taux de conversion, enfin comment on va calculer tout ça et voilà, c'est hyper important de le paramétrer. Donc à la limite, ne pas ne pas hésiter à faire appel à un prestat sur ça. Il y a des prestataires qui sont spécialisés en GA4, en analyse et en paramétrage notamment. Donc, mais c'est vraiment c'est important. À partir du moment où où vous travaillez sur plusieurs canaux marketing, je pense qu'un paramétrage GA4 parfait doit être doit se faire à un moment donné. On peut pas piloter. Enfin, vous pouvez pas piloter une activité où vous avez de l'ADS et du SEO. En prenant les rapports par défaut et en analysant, en regardant rapidement comme ça de temps en temps, c'est dommage en fait. C'est passé peut-être potentiellement à côté de gros insights qui pourraient être développés ou améliorés ou que sais-je. Donc voilà, un petit aparté sur le paramétrage qui est hyper important sur le A4 quand même. Ouais. Ouais, et puis après, alors, sur toutes les métriques SEO, en fait, le tout, c'est aussi de croiser toutes ces métriques-là. Et donc, c'est vrai que le taux de conversion est quand même la finalité de l'objectif. Quand on fait du SEO, oui, ce qu'on veut, c'est attirer des personnes sur notre site, forcément. C'est l'une des bases. Par contre, c'est que ces personnes-là fassent une action. Donc, soit elles vont s'inscrire à une newsletter, soit un achat, soit enfin, un téléchargement. Enfin, je sais, il y a plein de trucs. Soit elles vont appeler en fonction de votre site et de ce que vous proposez comme service ou comme produit. Et donc, comme tu le dis à juste titre, si on mesure pas ces éléments-là, en fait, on se coupe un peu une grosse partie de la branche sur laquelle on est assise parce qu'on va pas trop savoir ce que font nos visiteurs sur le site, quoi. Donc, c'est très intéressant. Mais tu as raison de le dire, Romain. Après, c'est très spécifique à configurer. Donc, soit vous le faites avec un tuto, mais alors l'inconvénient, c'est que vous risquez de passer beaucoup de temps. L'avantage, c'est que vous montrez en compétence sur le sujet. Après, sinon, vous avez aussi la moyen de le déléguer, ce qui est parfois aussi très, très rapide, ce qui ne coûte pas non plus excessivement cher parce que les gens ont l'habitude de le faire, donc ils vont le faire assez rapidement. Et puis au moins, vous êtes sûr que c'est bien fait, quoi. Je mets quand même un bémol quand même là-dessus. Attention, parce que tous ces éléments-là, en fait, dépendent des cookies. Et Ouais. aujourd'hui, on sait très bien que donc vous avez quand même des données qui sont tronquées, voilà, puisque vous pouvez avoir des personnes qui refusent les cookies et donc vous aurez forcément pas les datas de ces personnes-là, quoi, hein. Et ça, je pense que c'est un disclaimer qu'on peut dire quand même sur toutes les données. Attention, les données sont toujours brutes. Donc, à toujours prendre du recul sur ce que vous regardez comme données et à être critique sur ces données-là et à pas les prendre comme argent comptant. Ouais, et, juste pour compléter ça sur les cookies, enfin les données de navigation, j'étais tombé sur un chiffre là il y a quelques jours, il y a pas très longtemps, où en gros ça disait que sur GA4, enfin, quand on faisait remonter la data, aujourd'hui, là, en 2025, on avait à peu près 25-30% des données qui remontaient plus, en fait, à cause des Ouais, cookies, parce que les gens, ben, n'acceptent plus les cookies, et donc, le tracking ne se fait pas derrière. ouais, 25 à 30%, ça peut paraître énormissime, mais finalement, c'est assez dilué dans le sens où, c'est un peu cette même part qu'on va retrouver sur tous les canaux, quasiment, enfin. Donc, en fait, on a quand même une bonne estimation quand c'est bien paramétré de ce que ça génère et de ce que ça peut faire. Et on peut retrouver ce delta entre ce qu'on a converti, le chiffre d'affaires qu'on a fait et ce qui apparaît pas dans le tracking.
Ça aussi, on peut le paramétrer d'ailleurs en disant, ben voilà, c'est éventuellement le delta qu'il y a entre ce qui n'a pas été traqué et ce que nous, on a enregistré en caisse, entre guillemets, ce qui est rentré un peu dans la boîte. Donc voilà, ça permet quand même de l'estimer en fonction des secteurs. Voilà, on est autour de 20, 25%, 20, 30%, je dirais, une fourchette un peu large. Mais voilà, mais sachez que ça existe effectivement. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile de traquer. C'est encore faisable, mais ça a tendance à devenir de plus en plus compliqué. Ouais. Ouais, intéressant comme chiffre. Voilà. Donc, mais voilà. Donc, soyez vigilants, toujours prenez du recul là-dessus. Ce ne sont pas des chiffres exacts. Donc, ça, c'est le premier la grosse partie qui c'est Google Analytics. Donc, voilà, c'est 3 premières métriques. Il y a un autre site que nous donne, c'est pas un site, si, c'est un site, Google Search Console, c'est un autre outil, voilà, chercher le mot. J'en perds mon vocabulaire. Un autre outil que Google nous met à disposition, qui est la Google Search Console. Donc là, comme on le disait, Google Search Console, c'est pur SEO, c'est pur trafic organique. Donc là, vous avez, entre guillemets, si on donne une image, Google Analytics, vous avez une grosse image, voilà, un gros poster, et Google Search Console, c'est Où est Charlie, vous allez zoomer sur uniquement le trafic organique. Voilà. Et donc là, vous allez avoir des données qui vont être pure SEO, puisqu'on va regarder que ça. Et la première métrique qu'on peut regarder sur la Google Search Console, c'est le volume d'impression. Ouais. Volume d'impression. Alors, nous, la GSC, on aime beaucoup ça avec Sabin. On la ponce. Vraiment, c'est un outil qui est vraiment génial, qui existe encore, donc il faut en profiter. Il y a beaucoup de data qui sont intéressantes. Repréciser quand même que c'est un outil gratuit, qu'il suffit de le paramétrer très simplement à son site et ça prend littéralement 2 minutes. Et ça vous fait remonter toute la data SEO importante à travailler, notamment sur les mots-clés. On va y venir, hein, mais c'est... D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur la GSC qui a bien marché. C'est un des meilleurs épisodes à ce jour sur le nombre d'écoutes et d'interactions et tout ça. Donc, allez le voir. Si vous voulez un tour complet de la GSC, n'hésitez pas à regarder cet épisode-là en question où vraiment on a fait le tour très, très complet. Et effectivement, comme tu disais, une première métrique à regarder, c'est le volume d'impression. Le volume d'impression, donc rapidement, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le nombre de fois où votre site apparaît sur les SERP en fonction d'une requête utilisateur qui a été tapée par les internautes. Donc, pas forcément cliqué, mais vous êtes apparu sur les SERP. Donc, à un moment donné, vous avez été visible, on vous a vu. Attention tout de même, c'est une métrique à prendre avec des pincettes, parce que le volume d'impression en soi, c'est intéressant à travailler, mais à mon sens, ça sera toujours travaillé avec le nombre de clics. Typiquement, vous allez faire un ratio entre le nombre d'impressions et le nombre de clics par rapport à une requête donnée, et vous allez voir, vous allez filtrer ça sur une URL en particulier, et vous allez voir, ça va vous donner des datas très intéressantes. Par exemple, ça va vous dire que sur un mot-clé, vous êtes très bon sur une URL parce que vous allez avoir énormément de clics par rapport au nombre d'impressions, et inversement, ça peut aussi vous donner des insights hyper intéressants. Si vous avez énormément d'impressions, vous apparaissez beaucoup, mais vous êtes très peu cliqué. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un enjeu sur le CTR, sur ce genre de choses. Bon, je vous renvoie sur l'épisode où on a vraiment décortiqué tout ça. Faut faire attention aussi au volume d'impression sur le trafic de marque. Il faut essayer généralement, quand on analyse les impressions sur un site, on essaie d'enlever le trafic de marque qui est à part. En fait, forcément, un trafic de marque, en fait, vous allez avoir un CTR monstrueux parce que logiquement, les gens recherchent déjà votre marque et donc vous devrez normalement trouver vos articles ou votre page. Donc, il n'y a pas forcément nécessité il faut essayer de faire attention à ça. Mais c'est une première métrique intéressante. Il y a une autre métrique aussi qui est bien, c'est le volume de clics, là, pour le coup. Donc, si on fait le parallèle. Ouais, le volume de clics. Alors, on a parlé un peu, puis je crois que les 3 métriques de la Google Search Console, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a plein aussi, mais sont très intéressantes. Donc, tu as le volume d'impression, le volume de clics, et puis je vais inclure le taux de clic parce que ça a tout à fait un lien et tu l'as déjà évoqué. Donc, le volume de clic et le taux de clic. Et ça va être très intéressant à regarder parce que tu le disais, c'est vrai que si on a beaucoup d'impressions et on a très peu de clics, là, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Donc, il y a plein de raisons possibles et on va pas tout redétailler là, hein, mais ça peut être parce que le titre est pas assez accrocheur, ou ça répond pas forcément à la demande, la métadescription est pas propre, ça incite pas au clic. Il y a des choses à revoir forcément, ou alors on est positionné sur des mots-clés et en fait on répond pas forcément à l'intention de recherche aussi derrière. Donc voilà. Alors après, ça risque en plus de déclasser la page après au fur et à mesure. Et puis on a aussi des mots-clés qui sont parfois très génériques sur lesquels on est positionné. Donc des fois on peut se positionner sur des mots-clés, alors j'en sais rien. Allez hop, je sais pas, t-shirt, voilà, un mot-clé, on va se placer sur t-shirt.
qui va générer énormément de volume, mais qui n'est pas hyper bien qualifié. Donc derrière, on va avoir un taux de clic qui va être dégueulasse parce que on a beau être bien positionné, c'est pas, enfin, l'intention de recherche, elle n'est pas très claire derrière sur T-shirt. Donc voilà. Et donc voilà, donc, tout ça, il faut regarder. Et donc c'est important de regarder le volume de clics qu'on a. Et on peut en plus, ce qui est génial dans la Google Search Console, c'est que les datas sont hyper précises. Ce qui est génial, c'est qu'on peut le classer par requête, par page. Donc on peut savoir par page le nombre de clics et toutes les requêtes qui sont tapées pour arriver sur cette page-là. Et puis à l'inverse, on peut regarder par requête le nombre de clics et le nombre d'impressions. Donc en fait, on peut croiser les données et c'est hyper intéressant. Et je fais un petit zoom aussi là-dessus. Alors soit vous regardez directement sur la Google Search Console. Alors l'inconvénient, c'est que vous allez être limité par le nombre de données en fonction du nombre de pages que vous avez. Et malgré tout, esthétiquement, même si c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus le truc super ludique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser Screaming Frog, qui est un outil quand même gratuit jusqu'à 500 URL. Sur votre site, vous avez jusqu'à 500 URL, c'est gratuit. Et après, c'est pas excessif non plus l'année, je sais plus. C'est quoi, 200, 300 euros 250 maintenant dans ces ouais, eaux-là. 250 euros à l'année. Et en fait, ça vous permet de coller, en fait, comme la Google Analytics. Donc, vous avez l'API, vous allez pouvoir le plugger sur le Google Screaming Frog. Et là, ça va vous rapatrier toutes les données. Et ça va être hyper intéressant à travailler. Alors, c'est pareil, Screaming Frog. Alors, Google Search Console, c'est pas le plus ludique. Alors, Screaming Frog, c'est le degré 0 au niveau ludique, parce que ça reste un outil. D'ergonomie, ouais. Ah ouais, au niveau ergonomie, c'est quand même, c'est pas hyper. Voilà. Bon, alors après, une fois qu'on y creuse un peu, Ouais, et c'est ce un serait peu compliqué. intéressant d'ailleurs de faire un épisode sur Screaming Frog parce que Ah je ouais, trouve que ouais. c'est un outil qui est sous-utilisé Ouais, il est monstrueux. Ouais. et c'est monstrueux au niveau des datas. Et donc là, en tout cas, vous pouvez récupérer toutes les données de la Google Search Console et de Google Analytics par l'API. Voilà. Et c'est hyper simple par contre à plugger. Donc voilà. Mais j'en dis pas plus et puis on vous fera un épisode. Dites-nous si vous êtes intéressé pour qu'on fasse un épisode sur Screaming Frog. Mais c'est un outil qui est pour nous indispensable. Autre métrique, après avoir poncé, en tout cas évoqué la Google Analytics et la Google Search Console. Ouais, c'est si on s'intéresse aux mots-clés, typiquement, ça va être la position des mots-clés. Donc, on va analyser un petit peu la position de tous nos mots-clés sur nos sites. Alors pour ça, vous avez toujours la GSC, évidemment. Vous pouvez filtrer, donc toujours pareil, par URL. Vous pouvez voir la position moyenne. Vous pouvez aller voir la position moyenne par URL, par requête. Ouais, c'est assez précis, c'est assez intéressant. Alors position moyenne qui veut tout et rien dire parce qu'en fait, vous allez avoir potentiellement sur une URL donnée, par exemple, vous allez voir que si vous filtrez sur la position moyenne, vous allez voir que la courbe, elle est complètement erratique. J'ai encore vu ça hier avec un client en coaching, où en fait, la cliente me demandait, mais là, je comprends pas cette URL-là, on passe de 5 à 40, et puis ça faisait le yo-yo comme ça en permanence depuis 3 mois, quoi. Donc, elle me demandait pourquoi. J'ai dit, en fait, bon, c'est un effet de bord, et parfois, ça veut simplement dire que Google a un peu de mal à positionner la page, tout simplement, versus soit la concurrence, soit la qualité intrinsèque de la page, soit parce que l'intention de l'utilisateur, elle est un peu erratique, elle est un peu compliquée à sectoriser, entre guillemets, enfin, à flécher. Donc, bon, voilà, pas d'inquiétude. Si c'est ça sur la majorité de vos pages, il y a peut-être un truc à regarder quand même, mais généralement, c'est un effet de bord qu'on peut constater sur la position moyenne. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas non plus une métrique qu'il faut checker tous les jours, pas forcément nécessaire, mais voir l'évolution dans le temps, ça c'est quand même pas mal de voir la position moyenne des mots-clés dans le temps. Alors sur la position moyenne, moi, sur ce que tu dis là, c'est vrai que moi, ce que je dis, c'est que si on voit que la position moyenne ne se stabilise pas au bout de quelques semaines, voilà, au bout de 2-3 mois, si on voit que c'est pas stabilisé, bon, pour moi, il y a une problématique, comme tu le dis, sur la qualité. Il y a un truc qui est pas bien calé. Google ne sait pas trop arrive pas trop à positionner la page. Donc si la position moyenne n'est pas stabilisée, ça veut dire qu'il y a un truc à revoir. Et une fois qu'elle est stabilisée, pour moi, en tout cas, je l'interprète comme Google a réussi à bien comprendre ce dont parlait la page et il peut toujours y avoir quelques variations, mais en tout cas, il sait à peu près, pour lui, il estime que cette position est à cet endroit-là. Et donc, ça veut dire que si vous êtes en 30e position, sachant que comme c'est une position moyenne, c'est la position de tous les mots-clés, donc il faudra vérifier sur votre mot-clé spécifique.
Mais en tout cas, ça veut dire que votre position, elle est quasiment statuée par Google, et donc il faut peut-être il faut aller apporter un peu d'amélioration si vous voyez que vous n'êtes pas à la bonne position, vous n'êtes pas sur la première page. Par contre, oui, je te rejoins après, attention à la position moyenne, parce que la grosse difficulté, c'est que ça comprend tous les mots-clés de la page, alors, tout de votre site si vous êtes que sur votre site, et tous les mots-clés de la page si vous êtes sur votre page. Et donc, résultat, vous pouvez avoir des mots-clés, j'en sais rien, moi, si vous parlez de niche pour chien, si ça se trouve, vous allez vous positionner 95e sur poil mouillé de chien qui ne vous intéresse pas du tout. Mais par contre, il va être pris dans la moyenne en fait, de la position, du calcul de la position moyenne. Donc, beaucoup de vigilance là-dessus. Moi, je le suis vraiment juste pour voir si la page est bien stabilisée. Mais ce n'est pas l'outil que je préfère pour suivre les positions. Il y en a d'autres qui sont meilleurs. Hein. Au Oui, il y a niveau pas des mal outils de d'outils, hein. suivi, Ouais, sur les outils de suivi, ouais, bon, il y en a plusieurs. Effectivement, comme tu disais, bon, après, faut faire son marché, entre guillemets. Je dirais que choisir un outil, c'est aussi surtout être à l'aise avec. Bon, si là aujourd'hui, ils se valent tous plus ou moins maintenant, hein, sur le suivi. Bon, il n'y a pas forcément nécessité à chercher à tout prix le meilleur, puisqu'en soi, ça va être difficile. Après, c'est plus qu'on va me proposer les outils à côté. Donc, bah, SEMrush est très complet, on le sait. Donc, lui, il va potentiellement, on va pouvoir aller faire plein de choses avec. Ou très d'autres qui complet mais sont très cher. Ouais, voilà, donc forcément. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ça dépend vraiment de l'usage, des besoins que vous avez. Et il n'y a pas forcément nécessité à trouver la Rolls-Royce des outils à tout prix. En tout cas, sur le checking des positions, oui, certains petits outils bon, font le taf et il y a pas nécessité à. Ouais, après, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Soit vous voulez avoir un outil qui est ultra complet, comme SEMrush, Ahrefs, qui vont suivre les positions, ils ne vont pas faire que ça. Donc, vous allez payer quand même 100, 200 balles par mois pour un outil qui est ultra complet. Donc, on sait très bien que tout le monde utilise quasiment que 10% des fonctionnalités, tellement il y a de trucs à l'intérieur. Soit vous voulez vraiment suivre que les mots-clés. Donc là, vous avez des outils comme Monitorrank, Check Position, qui là, par contre, vous allez payer quasiment par mot-clé. Et là, c'est quelques euros par mois, donc hyper accessible. Voilà, si vous voulez suivre que quelques mots-clés. Et puis après, vous avez une troisième solution qui est là très très ponctuelle, qui est SEO Hero Ninja. Donc Hero, Hero, et puis Ninja après. Vous tapez ça dans Google, vous allez le trouver assez facilement. Et là, on n'est vraiment pas sur un suivi, mais juste sur une interrogation. Voilà, vous mettez votre mot-clé, vous mettez votre URL, et lui va se baser sur 10 data centers, enfin 10 serveurs, et ces 10 serveurs vont interroger et vont vous donner une moyenne de position. Donc là, c'est vraiment une interrogation, mais je l'aime bien, ces petits outils, des fois, Ouais, il est bien. il est plutôt bien foutu, quoi. Donc, c'est assez cool. Donc ça, c'est la 7e métrique qui est indispensable, le suivi de mots-clés. Je pense qu'on peut pas... Là, c'est... Ouais, on peut pas y déroger. Quand on fait du SEO, bon, il faut quand même checker ça. Sur l'aspect technique, on a d'autres métriques, et notamment le temps de chargement des pages. Euh, alors, c'est une métrique SEO, oui et non, dans le sens où on va dire que c'est un effet indirect, c'est-à-dire qu'une page qui charge pas ou qui met des plombes à charger, bon, ça va avoir un impact sur l'expérience utilisateur et donc sur le SEO forcément, sur le ranking, le positionnement du mot-clé qu'on cherche à positionner. Donc pour surveiller cette métrique, bon, assez simplement, il y a l'outil PageSpeed Insight, hein, fourni encore une fois par Google. Même si Google lui dit lui-même que a priori il n'utilise pas la performance ou en tout cas le chargement des pages comme indicateur pour aller classer les pages, bon, comme je vous disais, ça a quand même un effet indirect. Donc c'est quand même toujours intéressant d'aller piloter ça quand on fait du SEO, d'aller vérifier les performances d'un site. Donc PageSpeed Insight, hein, très simple, vous l'avez probablement déjà utilisé ou déjà vu. Il suffit de rentrer une URL et de voir comment se comporte l'URL en fonction de pas mal d'indicateurs, et Core Web Vitals notamment, qui permettent de voir le LCP. Enfin voilà, il y a plein de détails techniques à aller vérifier qui sont soit liés au serveur, à l'hébergeur, soit directement sur votre site parce qu'il y a du JavaScript, parce qu'il y a du CSS qui est en pagaille et qui est mal implémenté, qui est pas minimisé. Enfin voilà, il y a la taille des images qui correspondent pas forcément à l'affichage. Enfin voilà, il y a plein de paramètres après. Quand on fait de la technique en SEO, c'est une mine d'or, hein. Généralement, quand on passe ça dans les outils, après on s'amuse Alors, ouais, bien à aller optimiser tout ça. ouais, et attention, sur PageSpeed Insight, tu l'as dit, mais je réinsiste dessus, quand vous mettez qu'une seule URL et vous mettez pas, si vous mettez votre homepage, vous ne mettez pas l'intégralité du site.
Non, non. C'est Ouais. pas l'intégralité du site c'est juste l'URL. Donc, alors généralement la homepage est celle qui représente, qui est éventuellement la plus lourde, mais voilà. Et donc je reviens et décidément, j'avais pas ça en tête, mais au final je reviens sur Screaming Frog quand même, qui permet aussi de plugger l'API de PageSpeed Insight qui est gratuite, et donc qui vous permet en fait d'aller avoir vos scores de PageSpeed Insight sur l'ensemble de votre site. Voilà, en le scannant avec Screaming Frog. Alors par contre, ça ralentit pas mal Screaming Frog, hein, parce qu'il y a pas mal de données. Mais par contre, ça vous permet d'avoir en un clic. Donc, résultat, vous avez Google Analytics, Google Search Console et PageSpeed Insight qui peuvent être pluggés gratos sur Screaming Frog. Et là, vous avez toutes les données, quoi. Alors, par contre, je crois que pour le plugger l'API, je pense que c'est la version payante qu'il faut de Screaming Frog. Je suis pas certain que tu peux le plugger en gratuit. Je sais pas. Alors, moi, comme j'ai la version PageSpeed payante, Insight, ouais, je sais pas. C'est une question. ouais, non, ouais, bah, comme on a la version payante, Ouais, ben voilà. je pense que la version payante, ouais, ça me paraît compliqué que tu puisses le faire gratuitement avec 500 URL, je sais Ouais, pas. Mais, je suis pas certain. Mais bon. Enfin voilà, enfin, en tout cas, c'est bien sûr qu'il y a plein de données. On parlait d'LCP, de Core Web Vitals, il y a plein de données dedans. Bon, après, alors clairement, sur PageSpeed Insight, en tout cas sur la vitesse du site, j'ai résolu pas mal de problèmes, en tout cas sur quelques clients qui avaient WordPress qui n'avaient pas de plugin de mise en cache. ouais. Juste le fait de mettre un plugin de mise en cache qui permet entre guillemets d'accélérer le site, on va pas rentrer dans tout le détail. Des fois, ça permet d'améliorer la note, certes, mais surtout enfin derrière, ce qu'on recherche, c'est surtout que au niveau navigation, ce soit rapide et efficace pour vos visiteurs. Hein. C'est ça qu'on recherche. Et juste déjà avec un plugin, déjà des fois WP Rocket par exemple, et tac, et ça permet déjà de régler pas mal de soucis. Hein. Autre métrique, Autre l'index. métrique. Ouais, Pardon. ouais, j'étais parti sur l'indexation des pages. Et ça, hyper important. Ouais. Alors, ça se vérifie par la Google Search Console. Et donc, je vous remets à nouveau ce que vous disait Romain, d'écouter notre épisode sur le sujet. Parce on vous donne plein de tips. On Et a fait sur un épisode pour l'indexation, l'indexation aussi. tu dis? Ah oui, On a c'est fait un vrai. épisode pour l'indexation. Ah ouais, On t'as a raison. bien décortiqué, ouais, ouais. Donc, il a bien marché aussi celui-là. Donc, Ouais. Ah ouais. Ah, n'hésite pas à le remettre en avant. ouais, t'as raison. Mais bien sûr qu'on a fait un épisode sur l'indexation, donc hyper important l'indexation, Ouais. parce que ça c'est à suivre, parce que en fonction de votre site, du nombre de fois que Google va faire passer ces fameux petits robots sur votre site, vos pages ne seront pas forcément indexées automatiquement. Donc parfois faut les pousser par la Google Search Console. Et ça, je vous invite à écouter notre épisode parce qu'on en parle. Et puis vérifier que donc voilà, donc si vous avez des pages qui sont non indexées, que vous suivez un mot-clé et que la page n'est pas indexée, vous pouvez toujours le suivre, vous n'aurez jamais de position. Hein. Donc voilà, donc important de vérifier est-ce que vos pages sont bien indexées ou pas via la Google Search Console. Ouais, et ça devient de plus en plus critique. Hein. Alors, sans vous refaire l'histoire des ressources Google et tout actuellement, et bon, grossièrement, ils ont de plus en plus de mal à aller crawler à l'intégralité du web. Donc, ils sélectionnent de plus en plus les URL qui veulent bien indexer sur leurs index. Et donc, ça implique de faire encore mieux les choses et en tout cas, de monitorer à minima assez régulièrement l'indexation des pages et voir s'il y a pas des soucis à ce niveau-là, quoi. Ouais, hyper Donc, hyper très, très bonne important. métrique à checker. Là, pour le coup, assez fréquemment quand même, hein, l'indexation. Ouais. Pas hésiter à aller faire un tour et à regarder URL par URL en fonction de l'importance stratégique et business de l'URL en question. Ouais, ne pas hésiter quand même à checker assez rapidement l'indexation. Et vous avez de toute façon une astuce qu'on a donnée dans l'indexation des pages, dans l'épisode d'indexation des pages, où vous avez une manip à faire sur la Google Search Console qui vous permet de regarder par rapport à votre sitemap, c'est-à-dire toutes les URL que vous souhaitez voir apparaître dans Google, voir celles qui sont indexées ou pas en 2 clics. Vous l'avez sous la Google Search Console et ça vous permet d'avoir la liste des URL qui ne sont pas indexées et qui devraient l'être. Donc là, il n'y a plus qu'à, quoi. Dès que vous avez terminé cet épisode, vous filez sur l'épisode de l'indexation et vous aurez la réponse en quelques minutes. Dixième erreur, j'allais dire, mais non, merde, putain, je viens de spoiler la métrique. 10e métrique. Oh, mais quelle est-elle, Romain? Les erreurs, non? Ah putain, quel con. Je viens de spoiler le truc. Les erreurs, ouais, dis-nous en plus. Ouais, c'est toutes les erreurs que vous allez pouvoir faire remonter via les outils. Donc, toujours pareil, SEMrush. Là, on va parler d'un outil en particulier, Quick Pro, qui est super intéressant. Ouais,
un petit coucou à Kevin. Du coup, si jamais il écoute cet épisode, je vais lui push l'épisode. Après, il me dira ce qu'il en pense. Mais Ouais. ouais, super outil qui permet d'aller sortir la data justement, toutes les erreurs en fait d'aspect technique sur le site. Il va pouvoir les extraire. Il a fait un SaaS qui est super intéressant, qui permet de mettre en lumière toutes ces erreurs. Quick, alors Quick, je précise, c'est Cuik, parce que Ouais, c'est pas comme le resto, le fast-food, hein. C'est Quick, c'est Cuik, et puis Pro après derrière, Quick Pro, et vous ça le existe tapez, plus vous le d'ailleurs. trouvez. Tu dis? Quick, ça existe plus, non? Quick, les restos Quick, c'est Ça fini. existe On plus? voit Je plus. sais plus. Ah oui, ça existe plus. Maintenant, C'est mort, hein, j'en vois plus, hein. c'est Burger King, donc, Ouais, t'as qui a Burger remplacé. King Ah et oui, t'as raison. McDo, ouais, t'as plus, je Oh crois que c'est putain, ça fait boomer quand je dis ça maintenant. Merde. bah nous, c'est ce qu'on a connu, hein, Quick, enfin, c'était Quick, Ouais, McDo à putain, la guerre. merde. Je viens de me faire griller sur mon âge. Donc Quick, c'est pas comme Quick rapide en anglais. Voilà, ça fait Ouais, mieux ça. Là, non, ça non. fait plus bilingue et Donc pas mal. Et d'ailleurs, si international. vous allez voir, Quick, il y a une page dédiée où il y a plein d'outils. En fait, il a développé plein de petits outils Ouais. gratuits comme ça qui permettent des outils de similarité de SERP et tout. Donc c'est vraiment hyper intéressant, hyper pertinent. Et donc voilà, c'est des outils en fait qui vont vous faire remonter toutes les erreurs techniques que vous avez sur un site. Donc ça vous mâche pas mal le travail, même si ça remplacera jamais un audit complet via une analyse vraiment détaillée sur Screaming Frog par exemple. Si vraiment on veut pousser le truc très très loin sur des sites qui nécessitent vraiment une investigation assez compliquée, je pense notamment au log, à l'analyse de log ou ce genre de choses où vraiment on va très très loin. Mais voilà, en tout cas c'est des outils qui existent qui donnent des bonnes orientations sur la métrique, on va dire erreur, ou voilà, qui permet de monitorer tout ça un petit peu au même endroit. Ça va vous rassembler toutes les datas, toutes les données, et puis c'est rapide, c'est assez simple, donc pas hésiter à voilà à checker de temps en temps à faire ça quoi. Ouais, mais les pages 404, les titles qui sont en doublon, enfin, il y a plein d'erreurs à la con. Enfin, et en fait, vous n'êtes pas à l'abri de faire une connerie parce que dans le process, voilà, enfin, on en fait tous, hein. Bien sûr, ouais. Nous les premiers. Donc voilà, un doublon dans le title, vous oubliez de mettre la méta-description, parfois on charge des images sans les alléger avant, enfin tout ça là. Et en fait, la problématique, alors moi j'aime bien faire une passe comme ça une fois par mois pour mes propres sites, parce que comme ça permet de les corriger, ça prend pas beaucoup de temps et ça permet de les corriger au fur et à mesure, plutôt que faire un audit une fois par an et puis se passer 2 jours à tout corriger, c'est plutôt merdique. Donc là au moins, vous faites ça au fur et à mesure. Et en plus, ça améliore votre indexation et votre position parce que vous corrigez les erreurs au fur et à mesure. Donc Google est content. Donc les erreurs, voilà. Et puis l'une des dernières métriques, c'est l'autorité du site. Forcément, c'est est-ce que votre site a une certaine popularité. Donc là, alors il y a plein de petites métriques derrière. Et là, je pense qu'on pourrait aussi en faire un épisode sur l'autorité du site, savoir quelles métriques suivre. Ouais, Voilà, parce que alors là, c'est donc pour rappel, Google a sa propre métrique qui est le PageRank, mais qui n'est pas public. Et donc, il vous donne en gros une note sur 100 à votre site, et enfin, c'est plutôt à l'ensemble à chaque URL de votre site. Donc, comme c'est pas public, en fait, vous avez des outils qui reproduisent cette note-là, enfin, en tout cas, qui tentent de la ouais, reproduire. ouais, Voilà, donc SEMrush a sa propre métrique, c'est l'autorité score. Vous avez Ahrefs, vous avez Majestic avec son Trust Flow, son Citation Flow, Moz avec son DA, domaine autorité. Enfin, vous avez tous ces outils-là qui tentent en fait de reproduire l'autorité de votre site, et ils vont vous donner aussi le nombre de backlinks, le nombre de domaines référents. Et en fait, si vous utilisez tous ces outils-là, vous allez voir qu'il n'y en a aucun outil qui sera d'accord sur votre nombre de backlinks, aucun qui sera d'accord sur votre note. Donc là-dessus, attention, toujours beaucoup de recul là-dessus. Je sais que par exemple, SEMrush, l'autorité score, il y avait des études qui avaient été faites là-dessus en disant que c'était quand même le moins manipulable, parce que vous avez aussi ça qui fait que vous avez plein de personnes qui savent bien comment manipuler ces outils-là. Donc voilà. Donc une vigilance là-dessus. Voilà, sur les outils, mais regardez, prenez une ou deux métriques et on pourra vous faire un épisode peut-être là-dessus aussi. Ça, je suis en train de lancer d'épisodes futurs. ouais. On va se le Euh, mettre dans la checklist, ouais, on va carrément. se mettre dans la checklist, mais là, on pourra en parler aussi pendant des heures. Donc vigilance. Euh, voilà sur les 11 métriques. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur l'autorité de site. Non, non, écoute, non, t'as été très complet. Oui, effectivement, c'est assez, c'est à prendre avec des pincettes du fait que chacun a un petit peu sa métrique propriétaire et vend un petit peu sa métrique d'autorité. Donc, l'idée, c'est peut-être d'aller en prendre au moins deux
d'utiliser 2 outils, de checker 2 outils et de voir un petit peu, de toute façon, l'analyse d'une autorité de site, souvent, elle se fait dans un benchmark sur le netlinking et donc on va analyser la concurrence principalement. Donc en fait, à partir du moment où on se fixe sur un ou 2 outils, idéalement, bah, il suffit d'analyser ses concurrents au prisme de ces 2 outils et vous avez une bonne idée, en fait, vu que vous utilisez le même outil sur le benchmark pour les concurrents, bah, vous avez une bonne idée de votre positionnement autoritaire, en fonction d'une URL, ou du site, à grosse maille. Ça vous permet de savoir, bah, OK, cette URL-là, par exemple, il faut que j'aille la travailler parce que, bah, la concurrence, elle a l'air quand même plus dotée. Il y a plus de domaines référents, il y a plus de backlinks et tout. Donc voilà, mais ça sera jamais une science exacte. Effectivement, je te rejoins. Ouais. C'est pas comme un export Screaming Frog sur tous les aspects techniques du site, qui là sont factuels et il y a Ouais. pas d'interprétation possible à avoir. Après, c'est comment on pondère chaque levier SEO, chaque tâche. Donc ça, c'est toujours le même travail. Mais voilà, sur l'autorité du site, oui, c'est quand même important d'aller vérifier ça. En tout cas, si vous engagez une campagne SEO, c'est vérifier que l'autorité grandit, elle grossit, que vous êtes de plus en plus présent, que c'est à relier potentiellement avec un trafic de marque. Ça, c'est toujours pertinent. Enfin voilà, vous voyez, il faut toujours un petit peu analyser tout ça dans un ensemble avec plusieurs leviers à côté qui travaillent ensemble. Ouais. Ça, c'était la 11e métrique qui est très importante, qui est un peu plus vague en fait que les métriques qu'on vous a données avant, mais parce qu'il y a plein de données derrière et donc là, on est assez flou, mais volontairement parce que sinon on va repartir sur 50 minutes de podcast. Et je rajoutais une 12e métrique, mais qui n'est pas forcément aussi précise que ce que on vous a donné là, mais qui est comment, la performance de vos pages. Alors moi, je le fais avec mes clients sur qui on développe du contenu. C'est de suivre la performance des pages pour savoir le nombre de mots-clés qui se positionnent, savoir le nombre de backlinks, par exemple, qu'il y a. Voilà, un espèce d'audit de contenu allégé et régulier. Euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que l'objectif quand même de produire du contenu, c'est quand même que ça se positionne et que si on produit du contenu qu'on ne les suit pas derrière, bah ça peut être un coup d'épée dans l'eau ou pas. Voilà, si ça se performe, tant mieux. Si ça ne performe pas, tant pis. Mais en fait, on ne le saura pas. Et donc, je pense que ça peut être intéressant dès que vous produisez du contenu bah, une fois de temps en temps. Alors, peut-être pas forcément tous les mois en fonction du temps que vous avez à allouer à cet audit, mais en tout cas, suivre vos performances peut-être une fois par trimestre et se dire, voilà, le contenu que j'ai fait là ces dernières semaines, comment il se positionne. Parce que si vous avez du contenu qui ne se positionne pas, bah, il faut peut-être le revoir. Et donc, au lieu de foncer tête baissée à se dire je produis, je produis, je produis, je produis, et bah, c'est bien de regarder ce qui a en plus été fait avant. Voilà. Donc, je voulais juste faire un petit zoom parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et je trouve qu'on regarde pas assez la performance des contenus passés. Ouais, ouais, tout à fait. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, on a 12 fait le tour. métriques. 12 métriques. Si on les résume très rapidement, le nombre de sessions, les sources de visite et les taux de conversion sur Google Analytics. Sur Google Search Console, le volume d'impression, le volume de clics et le taux de clics. La position des mots-clés, ça c'est le 7e. 8e, le temps de chargement. 9e, l'indexation des pages. 10, suivre les erreurs. 11, l'autorité de votre site. Et le petit bonus, c'est la performance de vos pages, qui n'est pas une métrique en tant que telle, mais qui est quand même une astuce pour bien gérer votre contenu et voir ce que vous produisez régulièrement. Voilà, donc ça vous fait quand même entre 11 et 12 métriques à suivre, et c'est largement suffisant déjà pour les suivre. Là, on parle régulièrement tous les mois. Ouais. On arrive au terme de cet épisode, parce que je vois au niveau timing, on n'est pas trop mal. Donc voilà, on vous invite vraiment. Alors on vous remercie à nouveau pour votre soutien, parce qu'on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voilà, et j'ai des personnes de temps en temps en visio, et dont une que j'avais hier qui m'a dit ah ben je reconnais ta voix, hop, c'est mis sur SEO, voilà, Il a fait le lien. super. Ouais. Il n'avait pas mon prénom, mais il avait ma voix, donc ce qui prouve que on est hyper heureux de voir que ça vous apporte de la valeur et que ça vous permet d'avancer sur le SEO. Donc merci à tous. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, voilà, des likes, des cœurs, enfin envoyez-nous tout ce que vous voulez, ça nous donne de la force. Et je remercie notamment notre plus fervent supporter qui est Web My Day, voilà, formation digitale, en tout cas sur plein de sujets au niveau du digital, entre le montage vidéo, le copywriting, le SEO.
Et on les remercie encore. Merci les copains de nous suivre. Voilà, on est content de vous avoir à nos côtés pour cette belle aventure. Et en plus, d'autant plus qu'on sait que eux, ils ont une vraie dimension humaine puisque ce sont des coachs qui vous suivent sur les formations. Et en plus, ils vous offrent une réduction si vous voulez vous former. Vous avez ça en dessous la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou en tout cas dans les commentaires et description du podcast si vous êtes sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà, on va arrêter là pour cet épisode. On vous dit un grand merci encore et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut Romain. Salut Seb, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.